et je vais pouvoir accueillir mon invité. Ça fait longtemps que j'attends pour pouvoir la croiser sur les réseaux. Et quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai dit, bah tiens, est-ce que je peux caresser le doux espoir de pouvoir vous avoir avec moi en live pour parler de demain, pour parler de ce qui est possible, parce que c'est une experte. Et donc, je vous demanderai d'accueillir, Madame Valérie Bugot, docteur en droit et analyste géopolitique juridique. Bonsoir, Madame Bugot, comment allez-vous? Bonsoir Antoine, merci de m'accueillir. Un plaisir, Ça vraiment. va bien, je vous remercie. Alors, moi, je vous ai connu avec Silvano Trottin. Vous aviez fait, parce que je suis Silvano depuis 2 ans à peu près, je crois, même plus. Et vous étiez une fois invité sur un des lives de Silvano. Et j'ai beaucoup apprécié, même si je partage pas toujours votre point de vue, parce que bon, moi je suis un Q, hein, tout le monde n'aime pas les Q, voilà. Mais je trouve vos analyses très pertinentes, très ancrées, très intéressantes. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous avoir avec nous, parce que j'apprécie vraiment beaucoup votre travail et beaucoup des personnes qui nous regardent, qui regardent aussi Silvano et d'autres, eh bien apprécient aussi des personnes qui ont des points de vue très analytiques, voilà, sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup Antoine. Est-ce que vous pourriez me rappeler votre chaîne? Les gens peuvent suivre l'émission parce qu'on me pose la question et je ne sais pas comment répondre. Le problème, c'est qu'il faut aller sur le site ah2020.org parce que nous sommes censurés toutes les semaines quasiment. Et donc, je jongle sur les chaînes YouTube, on a du mal à nous retrouver. D'accord. Donc, c'est ah2020.org dans l'onglet live, et ben, vous avez le live, tout simplement. Alors, je réponds ça. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Et donc, on peut vous retrouver ici, là, https://valeriebugot.fr. Vous allez voir, il y a plein de dossiers super intéressants. J'ai été me promener un petit peu aujourd'hui et puis j'en ai relevé un dont vous m'avez parlé justement, qui est vraiment, vraiment très sympa. Et donc, de quoi pourrions-nous parler justement? C'est un peu ce que je veux bien aborder les sujets qui vous plaisent. Je peux parler de plusieurs sujets différents, mais il est vrai qu'actuellement, mon sujet stratégique, c'est la réforme des institutions, c'est un sujet sur lequel je travaille en réalité depuis fort longtemps, mais qui est en train d'arriver à maturité actuellement, parce que c'est une réforme qui n'est pas seulement une réforme des institutions apparentes, mais c'est également une réforme du droit autour d'un socle de droit commun, de restauration de notre droit commun, qui évidemment sera assis sur le droit naturel. C'est aussi évidemment une réforme de tout l'aspect de droit économique, et en particulier une réforme assez radicale de l'entreprise autour d'un renouveau de type participation, avec une cogestion à la façon dont Jean-François Zobrist l'avait élaboré, mais également une codécision, et ça c'est assez nouveau, novateur, et ça se rapproche beaucoup de ce que les promoteurs de la participation voulaient en fait mettre en œuvre, et qu'ils n'ont jamais pu, ce qu'ils n'ont jamais pu faire, pour des raisons de pure politique et de rapport de force. Donc, de toute façon, avec la politique actuelle, c'est compliqué de mettre des choses en place, évidemment. Oui. Et puis alors, il y a un autre versant aussi à cette réforme institutionnelle, c'est également une réforme de l'organisation, comment dirais-je, juridictionnelle, c'est-à-dire de la façon dont le droit sera rendu. C'est assez complet. Moi, je veux bien vous parler de cette réforme. Il est vrai que pour la mettre en place, il faudrait que le rapport il faudrait que le rapport de force dans la société ait beaucoup évolué et même radicalement changé. Mais je dirais qu'il y a deux choses qui vont se produire dans les prochains mois. C'est d'une part l'arrivée à maturité du projet du globalisme, des tenanciers de la finance mondiale globalisée, qui est évidemment le gouvernement mondial, avec une mise sous tutelle biologique finalement et génétique des individus. Donc il va y avoir une scission entre les personnes qui vont être tomber finalement dans le piège qui leur est tendu,
qui tourne entièrement comme d'habitude. Du fait que les institutions veulent leur bien, etc. Et puis l'autre partie de la société qui est en train de se réveiller de façon relativement massive, je trouve, et qui est de plus en plus inquiète à juste titre des conséquences biologiques et en particulier génétiques. Donc les conséquences, c'est pas seulement sur le court terme, parce qu'effectivement, on a vu toutes ces histoires de vaccins, il y a beaucoup d'effets secondaires de court terme, mais je pense que l'essentiel ne se passe pas sur le court terme, mais sur le moyen et long terme. Et là, ça risque d'être relativement dévastateur. Donc, si vous voulez, ce qui joue en notre défaveur joue aussi en notre faveur parce que la partie éveillée de la population, à un moment, comprendra que plus rien n'est viable dans nos systèmes politiques. Et ce qui était caché, c'est-à-dire que cet état de fait n'était compréhensible que par une petite minorité de gens il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas la plupart de mes interlocuteurs, comprennent que le système institutionnel dans lequel on vit est en réalité une vaste escroquerie depuis le début, qui consiste à mettre le système politique au service de la finance. Voilà. C'est ça. Donc, vous voulez. En plus, on a le maître de la finance à la tête de notre pays. Alors, ça va encore plus loin que tout, quoi. Parce que... Oui, enfin, je pense pas qu'il soit le maître de la finance. Non, mais bon, quand je dis maître de la finance, c'est quand même lui échappe très largement, quoi. Un rejeton des Rothschild, quand même. Hein. Il a été formé par les Rothschild, voilà. Oui, mais je pense qu'il a plutôt le rôle d'un acteur dans cette figure que le rôle d'un réel décideur. En revanche, je pense qu'on peut dire ça de la plupart, ce n'est pas seulement lui, mais de la plupart des hommes politiques d'Europe continentale et d'Europe, comment dirais-je, occidentale, et des pays affiliés à, comment dirais-je, à l'OTAN, mais également à l'OCDE. C'est ça. Alors, on voit bien que c'est un acteur parce qu'on a vu qu'il a été utilisé aux États-Unis pour promouvoir la vaccination avec le pape, entre autres. Hein. On a quand même mis Jennifer Lopez, le pape, Biden et Macron, hein, même sur une scène, pour dire faites-vous vacciner. On est vraiment dans le film. Johnson, Merkel. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de vaccination? Alors, vous connaissez Alexandra Orion-Caude, qu'on devrait avoir très bientôt, justement aussi pour parler de ça, parce que c'est une spécialiste, c'est la spécialiste de l'ARN en France. Hein, elle est formidable, elle est très courageuse et elle est franchement, bravo, chapeau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec cette vaccination de masse et cette propagande médiatique sur la vaccination? C'est hallucinant, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là dans le live. Normalement, une vraie pandémie n'a pas besoin de propagande. La vraie pandémie, sa propagande, c'est la mort. Voilà, c'est la mort là, on fait peur, on joue sur la peur de la mort. Oui, non, et puis il y a toute une corruption systémique et dans des proportions dantesques autour des médicaments en général, mais en particulier de cette hystérie vaccinatoire autour du Covid. Et en effet, il y a à la fois une propagande massive et une opacité réelle sur les produits qu'on nous injecte et sur les effets secondaires. Qui ne sont pas, en fait, qui ne se révéleront qu'avec le temps, puisque nous sommes en période d'expérimentation. Donc, jusqu'en 2022-2023, la plupart des laboratoires l'exposent bien sur leur site. Nous sommes encore en période d'expérimentation. Et j'imagine que sur les questions génétiques, les effets peuvent même se produire encore dans une période de temps plus large. Donc, il est vrai que les gens dont on entend parler aujourd'hui qui ont des problèmes suite à la vaccination, je pense que c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que l'essentiel est à venir. D'autre part, il y a comment dirais-je, des questionnements plus que. Enfin, il y a d'une part la question de l'ARN messager, donc de ses effets sur l'ADN et sur le génome humain, mais il y a aussi des questions traditionnelles au vaccin qui sont la question d'éventuels adjuvants ou d'éventuels autres produits qui seraient injectés à l'occasion de ce vaccin et qui auraient un autre objectif que l'objectif vaccinatoire. Donc, il y a tellement d'incertitudes et
comment dirais-je, de danger potentiel sur je ne sais pas trop comment l'appeler, ni traitement, ni vaccin. En réalité, Ah non, parce que c'est tout nouveau. En fait, ils appellent ça un vaccin, mais en fait, c'est du génétique. C'est purement génétique. On joue sur les gènes avec l'ARN. Voilà, absolument. Donc, c'est une expérimentation. On ne peut pas parler de thérapie, on peut pas parce que ça ne guérit pas, ça empêche éventuellement certains cas graves, et encore, ça reste à vérifier, puisqu'il y a d'autres gens qui ont déclenché justement le Covid après vaccination. Donc, on est vraiment dans une incertitude totale, et on a envie de dire, mais où est le droit? Parce que, je m'excuse, je suis juriste, donc je reviens un peu toujours à mes dadas, mais il est vrai que normalement, en cas de doute, on s'abstient, quoi. Enfin, normalement, les gens sont censés être vaccinés avec un consentement éclairé. Ça ne peut pas être le cas aujourd'hui. On ne peut pas avoir un consentement éclairé quand on est en pleins essais. On est des cobayes. Le consentement n'est pas éclairé pour plusieurs raisons. D'une part, les gens sont sous l'empire de la peur, donc ils décident sous l'empire de la peur. Deuxièmement, ils ne sont pas informés ni du contenu précis des vaccins, ni des effets secondaires, ni des effets tertiaires. Et enfin, quatrièmement, ils n'ont même pas conscience de faire partie d'une expérimentation. Donc, en effet, le consentement est complètement vicié. Je dirais que si on était en matière de droit contractuel, là, on a à peu près l'intégralité des vices du consentement. On a le dol, la violence et l'erreur. Donc, sur un sujet comme ça, je dirais que même les clauses des laboratoires se garantissant de toute responsabilité ne devraient même pas être valides, puisque là, on est dans le domaine de la santé publique. Donc, je dirais que même à terme, je ne comprends même pas que des tribunaux puissent accepter ce genre de clause. Enfin, Vous avez entendu parler, comme nous, parce que je sais que vous regardez un peu tout ce qui se passe, du Nuremberg 2 qui se prépare avec Rainer Fulmich, par exemple, qui est en train apparemment de mettre en place pas mal de choses aux États-Unis et en Europe. Vous êtes au courant de ça? Vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas trop d'accord sur la terminologie Nuremberg 2. Pour la bonne raison que, effectivement, des actions judiciaires, juridictionnelles sont menées avec certainement, avec le talent de Rainer Fulmich, certainement avec succès, seront certainement couronnées de succès. Couronnées, on peut en parler justement. Mais en revanche, je dirais que je ne parlerai pas de Nuremberg parce que vous savez bien que le procès de Nuremberg ne s'est produit qu'à l'issue de la guerre, quand les partis vainqueurs, la partie vainqueur a pu mener des enquêtes et imposer son point de vue. Là, on est au début de la guerre, on n'est pas du tout à la fin de la guerre, et donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur, donc il n'y a pas de position de force qui permettrait d'imposer un tribunal international à vocation, comment dirais-je, à vocation mondiale. On ne peut pas parler de Nuremberg parce que les rapports de force ne sont pas établis dans ce. C'est marrant de vous entendre parler de guerre. De guerre, parce que. Ah bah oui, bah là, il est clair quand même qu'on est dans une guerre avec un versant bactériologique à peu près clair, mais il n'y a pas que le versant bactériologique. Il y a aussi des tentatives de générer des feux un peu partout sur la planète, et là, je parle de feux militaires, de feux armés. Donc, on l'a vu dernièrement avec Israël. Elle est multiforme en fait, mais on se rend bien compte qu'il y a une montée des tensions sociales, militaires, politiques, économiques, monétaires qui se produisent en même temps, donc qui sont corrélées partout sur la planète en même temps et qui prennent des formes différentes. Donc, tellement corrélées. En effet, dans une forme de guerre. Tellement corrélées qu'on pourrait se poser la question si c'est pas justement maîtrisé, dirigé, mis au bon endroit au bon moment. Alors, vous savez, il y a une différence entre initier des projets et les maîtriser. Parce que quand l'envergure de ces projets sont telles que ce qui se produit aujourd'hui, je ne suis pas sûre que même les initiateurs puissent réellement les contrôler jusqu'au bout. Je pense qu'il y a il y a toujours un élément, enfin, des éléments d'aléa qui font que à un moment ou un autre, ça va leur échapper. Parce que c'est dantesque, c'est un hubris complètement hors de toute proportion.
qui permet à ces gens-là d'agir sur tous les fronts en pensant qu'ils généreront le chaos qu'ils maîtriseront. Je pense que là, ils sont victimes de leur hubris. Et je ne pense pas que, du reste, très honnêtement, pour moi, les partisans du globalisme ont déjà perdu la guerre. Et je pense qu'ils sont aussi en situation difficile. C'est la raison pour laquelle j'imagine qu'ils accélèrent leur agenda et qu'ils ont tendance à aller peut-être un peu trop vite par rapport à ce qu'ils sont capables de maîtriser. Encore que, je rappelle quand même que 2021 était l'année qui était prévue par le FMI pour la réforme monétaire, mais que je pense que techniquement, même ça, et ça va être certainement un peu difficile à tenir. En tout cas, ils peuvent faire la réforme du panier de monnaie internationale sur le dos du dollar, ça c'est clair. En revanche, ce qui va être difficile à tenir pour eux, c'est la dématérialisation la même année ou l'année suivante de toutes les monnaies internationales, et sachant que déjà la Chine leur a échappé. Donc ils ont déjà perdu une partie de leur sujet. Et deuxièmement, ce qui reste n'est pas gagné non plus, d'autant plus dans un contexte où nous sommes également en guerre énergétique. Parce que vous savez que travailler, enfin, tout miser sur la dématérialisation à la fois des données et de la monnaie, ça demande des flux d'informations dématérialisées énormes et donc beaucoup de dépenses énergétiques. Or là, étant donné que deux parties se font face et qui peuvent aussi agir sur la capacité énergétique, il est possible que ça leur mette également des bâtons dans les roues de ce point de vue-là. Sans compter que je pense que la technologie n'est pas encore complètement mature pour transférer l'intégralité des connaissances, des données et des flux de transactions de données dématérialisées et monétaires de façon que ce soit par la blockchain ou par d'autres techniques de dématérialisation. Je ne suis pas sûre qu'ils soient encore capables de maîtriser ça et je suis même quasiment certaine du contraire. D'accord. Vous ne sentez pas que ça sent un peu le krach boursier quand même? Ah bah non, mais là, alors lui par contre, il est totalement sous contrôle, c'est-à-dire que le krach boursier, le krach monétaire se produira lorsque eux l'auront décidé, c'est-à-dire que le maîtrise, il est sous respirateur. Une position d'afflux no limite, sans limite, d'afflux monétaire sans limite, rien ne peut les arrêter à part leur propre volonté. Donc de ce point de vue-là, ça c'est sous contrôle. Je dirais que tout ce qui n'est pas sous contrôle, c'est tout le reste. Mais bien sûr, et ça a été initié, ce krach économique, c'est aussi une façon de pouvoir justifier ensuite la réforme monétaire. C'est-à-dire que quand vous avez mis des économies à plat, vous pouvez ensuite, par la suite, justifier que les monnaies soient réévaluées, soient remises à zéro et réévaluées en fonction d'une nouvelle réalité économique. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on pensait que on le sait tous qu'il va y avoir ce krach boursier, on l'attend en réalité depuis 2-3 ans déjà, la plupart des économistes en parlent depuis longtemps. Vous pensez qu'on aura plutôt une monnaie adossée à l'or, le platine, l'argent, à des vraies valeurs? Alors, très honnêtement, j'ai cassé ma boule de cristal. Il est évident, déjà, enfin, je pense qu'il est important de comprendre que historiquement, le contrôle des monnaies s'est fait sur le contrôle des matières premières et en particulier du contrôle de l'or. Donc, déjà, dès le départ, il faut comprendre qu'une monnaie adossée à l'or ne sera pas la solution pour les populations. Ça sera la solution pour ceux qui sont en capacité de contrôler les réserves d'or. Alors, on dit que ce sont les États, permettez-moi d'en douter quand même, parce que je pense qu'une très grosse partie des stocks d'or sont sous contrôle de privés, de gens sous différentes formes anonymes, mais appartiennent à des gens privés et non pas à des États. Encore que, évidemment, ce ne soit pas le cas, je pense, en Chine, et peut-être pas le cas non plus en Russie. Néanmoins, en Russie, ils ont acheté énormément. Oui, mais là, je pense qu'en revanche, c'est sous contrôle vraiment du politique. Alors que nous, dans nos pays, je crois que le contrôle de l'or n'est pas sous contrôle politique, mais sous contrôle économique, c'est-à-dire des forces économiques qui tiennent nos systèmes politiques et économiques, évidemment.
Donc, je crois qu'il y a beaucoup de faux semblants qui font qu'on ne comprend pas, enfin, la plupart des gens ne comprennent pas. Quand on parle d'État, en fait, on ne parle pas de la même chose. Si vous parlez de l'État chinois ou de l'État allemand ou français, c'est radicalement deux réalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'État chinois est sous un contrôle politique, alors que nos États à nous sont sous contrôle 100% économique. C'est-à-dire que ce sont les forces économiques dominantes qui tiennent nos États et qui prennent toutes les décisions qu'ils veulent. Indépendamment de la volonté de qui que ce soit ou de quelque force politique que ce soit, puisque les forces politiques sont organisées pour être à leur service. Alors que ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça se passe en Chine. Et en Russie, c'est pas non plus complètement le cas parce qu'il y a une vraie capacité de résistance de certaines forces de l'État profond qui s'opposent à ce que le pouvoir économique soit tout puissant. Donc la réalité, c'est que quand on parle d'État, on noie un peu le poisson et ça ne permet pas de comprendre clairement quels sont les enjeux politiques et quels sont les enjeux en termes de rapport de force dans les pays que nous évoquons. Alors, on est d'accord, il va y avoir un crash, il va y avoir un soulèvement. De plus en plus, les sociologues, justement, tout à l'heure dans mon live, j'ai montré un sociologue qui disait que il y aura des soulèvements populaires, il y aura des soulèvements de gens qui vont se réveiller, qui vont dire stop, on n'en peut plus. C'est déjà en cours, on le voit. Moi, je le découvre depuis plus d'un an. Ma chaîne, j'avais 5 personnes au début sur mes lives. Aujourd'hui, on est entre 35 et 40 000 par live. Donc, je vois l'évolution sur les gens qui se réveillent chaque jour. Et plus ils avancent dans leur connerie de Corona Circus, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, plus ils avancent dans leur Corona Circus, plus ils se tirent une balle dans le pied, et plus on a de réveillés. Donc ça, c'est pour nous, c'est magique, parce que les vagues, en fait, nous, c'était des vagues de réveillés qu'on a récupérées. Donc, on monte, les gens se réveillent, les gens se mobilisent de plus en plus, on voit avec des flash mobs, des choses pour l'instant, c'est un peu gentil, encore, hein, c'est un peu, voilà, on fait ça avec des flash mobs, des trucs, avec Francis Lalanne, machin, ils font des trucs, c'est chouette. Mais à un moment donné, les gens, on va être tellement nombreux, ils ne pourront plus aller plus loin dans leurs bêtises. Et on attend tous ces moments-là. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Parce que j'ai regardé la réforme. Oui, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi, je travaille pour le monde d'après. Je ne prétends pas à moi toute seule faire basculer le rapport de force, mais une fois que les choses auront basculé, si comment dirais-je, la solution de remplacement, ou en tout cas le projet de remplacement n'est pas là, n'existe pas, ça sera un chaos inimaginable et des formes de guerre civile qui n'en finissent pas. Donc en réalité, moi, je travaille depuis le début en me projetant dans un univers qui a radicalement changé. Donc, il est vrai que mon travail ne s'inscrit pas dans une dynamique, disons, comment dirais-je, de lutte de rue, mais dans une dynamique de construction, en fait, de bâtir le monde d'après. Et ça, je l'ai commencé ce travail il y a fort longtemps parce que en réalité, à partir du moment où j'ai commencé, donc ça remonte à 1995, hein, ça commence à dater. J'ai commencé à travailler sur ces sujets de droit, en particulier sur le sujet de l'entreprise. J'ai en fait compris, enfin j'ai travaillé en réalité sur des nœuds de rapport de force. Et en travaillant sur les nœuds de rapport de force, ça m'a permis de comprendre tout un tas le fonctionnement réel du système. Et donc, moi, je le sais depuis fort longtemps que ce système n'est pas viable et qu'il n'est pas politique, que ce n'est pas un système politique, que c'est une escroquerie politique qui est fondée sur des institutions qui ont été, en fait, à la solde du pouvoir économique. Donc ça, moi, ça fait fort longtemps que je le sais. Et puis, depuis le moment où j'ai commencé mes travaux et maintenant, j'ai vu la situation se dégrader, mais de façon fantastique, enfin de façon tout à fait phénoménale. Alors évidemment, parce que j'étais dans le domaine du droit, j'ai vu les règles se déliter, j'ai vu beaucoup de choses arriver à l'avance, si vous voulez, avant que même on parle de Corona Circus, avant même qu'on parle de maladies infectieuses et de pandémies. Donc, ça fait fort longtemps que je suis concernée par ces sujets-là, mais qui ne font que devenir de plus en plus, évidemment, d'actualité.
les sujets qui n'intéressaient personne il y a 10 ans, aujourd'hui, commencent à intriguer de plus en plus de monde. Et surtout, étant donné que les gens, et dans toute l'échelle sociale, prennent conscience que nos institutions ne sont plus viables, il y a une forme de panique. Et effectivement, d'avoir été là à l'avance, d'avoir prévu avant les autres ce moment et d'y avoir remédié, ça laisse présager que finalement, on évitera le pire. Ça laisse présager qu'au moment où tout s'effondrera, on rebondira, et on rebondira relativement vite dans une certaine sérénité. Donc c'est là-dessus que je travaille, et c'est en fait cet espoir qui fait que je n'abandonne pas, et je n'ai jamais abandonné. Je vous entends plus. Pardon. J'ai dit, c'est un gros travail parce que j'ai regardé un peu comment vous avez construit tout ça, et j'ai aussi ma petite idée de comment j'aimerais voir le monde demain, mais ça peut être utopique, pourquoi pas, mais quand on prend l'équation de l'humanité, l'équation de notre planète, le vrai problème, à mon sens, hein, ça ne n'engage que moi, c'est l'argent. Quand on enlève de l'équation l'argent, j'ai l'impression qu'on règle beaucoup de problèmes, comme le pouvoir, comme la fraude, comme la trahison, comme oui. Alors, c'est mon impression. Hein. Si je peux me permettre, c'est à la fois vrai et faux, parce que si vous voulez, l'argent et les dérives monétaires qui ont eu lieu ont été un objet qui a focalisé en fait toutes les dérives humaines possibles. Donc, dans ce sens, vous avez parfaitement raison. Néanmoins, il faut quand même comprendre que si vous supprimez l'argent et si vous supprimez les problèmes afférents à l'argent, vous n'allez pas supprimer les failles humaines. C'est-à-dire que les gens, ils vont rester, certains seront toujours envieux, certains seront méchants, certains seront mesquins, ça ne disparaîtra pas. Je pense. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça pourra aussi être réduit en termes de quantité et canalisé. Mais après, là, le problème humain, toutes les dérives humaines, il n'y a plus rien de canalisé, quoi. Oui, mais après, pour le problème humain, en réalité, je me suis dit qu'ils seront vaccinés. Donc, on résout le problème par le vide. Non, mais je me dis que voilà, si en plus ils seront vaccinés et on peut régler le problème, bon ben voilà, tant pis pour eux. C'est un choix, hein, il faut le choix. Mais bon, le pire, c'est que ces gens-là dont on parle, ces gens vilains qui travaillent avec l'argent, qui asservissent le monde, ces gens-là ne sont pas vaccinés. C'est ça le pire, c'est qu'ils font vacciner les autres, mais eux ils prennent pas le vaccin. On le sait d'ailleurs, Bill Gates n'a jamais vacciné ses enfants, par exemple, alors que c'est le premier à prôner. Donc on sait très bien que ça ne réglera pas ça. C'est vrai que j'ai omis utopiquement de parler de l'erreur humaine, de l'être humain, évidemment, qui pose aussi des problèmes. Mais je trouve que c'est important d'enlever ce problème de l'argent, du pouvoir de l'argent qui peut être vilain, mais dont on a besoin aussi pour échanger les choses. Donc, oui, je pense qu'il y a surtout un besoin de mettre de l'ordre dans toute cette énorme corruption que nous avons rendue systémique et dans des proportions tout à fait dantesques. Et ça vient du fait que le droit a dérivé à la fois dans sa méthodologie et dans son idéologie. C'est-à-dire que dans sa méthodologie, tout a été fait pour que nous arrivions à des situations d'inflation juridique intenable. Et dans son idéologie, nous avons perdu l'essentiel, c'est-à-dire le sens de la justice, le besoin de vérité qui était inhérent à en tout cas au développement que nous avions parfaitement représenté en France avec le Code civil, le développement du droit commun fondé sur le droit continental, le droit européen continental. Et ça s'est fait pour la raison que finalement l'Empire britannique s'est révélé dominant et qu'il a imposé à la fois sa méthodologie et son idéologie, comment dirais-je, malsaine au reste du monde. Et il faut comprendre qu'en réalité, nous avons affaire là à des dérives. C'est pas le sens profond de notre droit ou de la monnaie qu'il faut remettre en cause, c'est la subversion de ces institutions qu'il faut dénoncer et sur lesquelles il faut revenir.
C'est marrant parce que quand on parle de l'argent, de la fraude, de la subversion, on revient toujours en Angleterre. C'est assez marrant quand même. Parce que le problème, la racine est là-bas quand même en réalité. Ah oui, oui, absolument. Oui, c'est l'empire. Le virus de la couronne ou je me trompe? Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est bien, c'est un raccourci qui est extrêmement révélateur parce que en effet, ce pouvoir financier est venu de la City, du développement de l'Empire britannique, qui s'est ensuite transporté sur l'Empire américain et donc qui ont capté les forces politiques de l'Empire américain et qui aujourd'hui ont la prétention de devenir globaux, enfin à l'échelle mondiale. Mais cette prétention, je le répète, n'arrivera pas parce qu'ils ont déjà échoué, ils ont déjà perdu en tout cas toute l'Asie et en particulier par comment dirais-je, la grande intelligence finalement du pouvoir chinois qui a su faire des arts martiaux en utilisant la force de leur ennemi pour ensuite les circonvenir, les dépasser, quoi. Donc, ils ont perdu l'Asie, ce à quoi ils ne s'attendaient pas vraiment, je pense. Et ça leur a apporté un coup fatal. Ça a apporté un coup fatal à leur projet, mais n'oublions pas qu'une bête blessée est encore beaucoup plus dangereuse qu'un animal dans toutes ses capacités, et que du fait qu'ils ont perdu une partie de leur territoire, parce que en fait, ce sont des guerres territoriales, même si ce n'est pas géolocalisé, apparemment, ce sont quand même des guerres territoriales, et bien, du fait qu'ils ont perdu une partie de leur territoire, ils vont être d'autant plus agressifs avec l'autre partie pour que nous ne leur échappions pas et qu'après ensuite ils puissent reprendre des forces sur notre dos pour aller attaquer la partie qu'ils ont perdue. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, nous allons être soumis à des tensions à la fois internes et à la fois externes, c'est-à-dire à la fois en matière sanitaire, puisque c'est comment dirais-je, c'est ce format-là qui s'est imposé chez nous pour dominer la politique, et en matière extérieure, c'est-à-dire des tensions militaires qui seront des effets des pouvoirs politiques qui sont en réalité économiques, qui nous gouvernent et qui nous soumettent, nous. Donc, notre meilleure chance, c'est d'échapper à ce qui se passe chez nous et non pas d'aller chercher des ennemis ailleurs. Exactement. Échapper à ce qui se passe chez nous. Alors, je vous entends beaucoup parler de îles. On sait très bien qui sont îles, hein, évidemment. Oui, les grandes familles, les Rothschild, les Rockefeller. Voilà, c'est la finance globalisée et en réalité, ils sont quelques familles, mais ils sont anonymes. Ils ont pris des formes juridiques extrêmement variées et anonymes. Et ils contrôlent tous les très gros conglomérats économiques du monde, aussi bien en matière alimentaire, en matière, en matière énergétique, en matière biologique, en matière chimique, en matière d'armement. En fait, ils contrôlent tout. Ils sont quelques familles à avoir la main sur tout. Exactement, mais ce qui a longtemps troublé les populations, c'est qu'elles n'ont pas eu conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des formes juridiques différentes et ils ont donc anonymisé leur accaparement. Et donc, les gens ne se sont pas rendus compte qu'en réalité, toutes les richesses et toutes les plus-values et les forces positives qui permettent à une société et à une civilisation de se développer ont été accaparées. Et c'est là où je voudrais revenir et insister sur un point essentiel, c'est que ce système de domination s'est élaboré et fondé sur le mensonge, la violence, la ruse, la trahison. C'est vraiment une société anti-civilisation qui s'est développée sous couvert d'anonymat et de déresponsabilisation juridique. Parce que l'anonymat a permis ça, justement, a permis de casser le lien entre pouvoir et responsabilité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la mafia Khazar, les Khazars, ça vous parle? Oui, j'en ai entendu parler, mais la stratégie. Moi-même d'études et de recherches sur ces sujets-là, il est vrai que c'est assez intéressant et c'est une curiosité sur laquelle je ne peux pas ni confirmer ni infirmer, puisque personnellement, je n'ai pas de connaissance. On assiste à quelque chose qui est du même acabit que les Khazars, l'anonymat, la cruauté, la peur, la finance. Ils maîtrisent tous ces éléments-là et ils asservissent
ils asservissaient de village en village. Ils allaient de village en village, ils tuaient, ils pillaient, ils faisaient peur. Et ils prenaient le nom de celui qu'ils avaient tué pour se faire passer pour lui dans un autre village et pour continuer à servir. Et donc, on prend par exemple le cas des Amschel Bauer, hein, les Rothschild, qui avaient le nom de Bauer à la base, qui ont pris le nom de Rothschild pour fondre dans la masse. Et aujourd'hui, tous ces gens-là se sont dilués dans le monde. Ils se sont, dans justement des formes juridiques différentes, se sont dilués dans le monde, sont passés inaperçus partout. D'ailleurs, on n'en entend jamais parler. On dit toujours, je suis pas Rothschild, hein, mais on ne sait même pas qui sont les Rothschild en réalité. Les gens parlent parfois sans savoir, mais c'est un nom comme ça, une famille. Mais on ne savait pas que cette famille-là, c'est la famille la plus riche de la planète. Et sans parler d'eux. Moins on parle d'eux, plus ils ont le pouvoir. En réalité, oui. C'est les Khazars. Alors, il y a aussi une autre chose, et ça, il faut aussi insister dessus. Une des forces et une des armes les plus puissantes qui a permis de développer cette domination des banquiers et des financiers, c'est justement le contrôle de l'information. Dès le départ, ils ont utilisé l'information non pas en tant qu'outil d'information, mais en tant qu'outil de domination. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant certaines informations plus ou moins fausses du reste, ou en tout cas qui pouvaient être vraies à un moment et fausses. Vous voulez parler de Napoléon ? Oui, bah, ça a commencé comme ça. Tout le monde connaît maintenant cette histoire avec la chute de Napoléon, mais si vous voulez, indépendamment de ça, c'est aussi une des techniques qu'ils ont toujours utilisées pour manipuler les marchés financiers. Donc, le contrôle de l'information, les banquiers ont compris très tôt que c'était un outil stratégique indispensable et ils ont acquis une maîtrise tout à fait extraordinaire dans ce domaine-là. Et on le voit aujourd'hui, puisque, évidemment, une de leurs premières préoccupations, ça a été de contrôler les médias et les systèmes d'information. Ben, on sait d'ailleurs que ça, c'est de la clé, en fait. C'est le bras armé médiatique, c'est le bras armé de l'État profond. Et tous les médias mondiaux appartiennent à 9 milliardaires sur la planète. Et on se doute bien qu'ils ont les mêmes projets, en réalité. Hein. Ils ne sont pas là pour nous lire la messe. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup discuter avec vous. C'est vraiment magique. Parce que voilà, ça donne des points de vue aussi décalés, différents de ce que, vous savez, je suis toujours en train de faire mes infos et donc parfois j'ai le nez dans le guidon et donc ça me permet de prendre du recul. C'est vraiment très très cool et j'aimerais qu'on parle vraiment de votre réforme, de la réforme sur laquelle vous travaillez pour un monde de demain plus juste, avec une vraie justice, avec moins de Cahuzac, hein, aussi, parce que c'est important. Hein, parce que j'ai failli vous le faire tout à l'heure, je vous regarde dans les yeux, Madame Bugeaud. Je n'ai pas de compte en Suisse, d'accord? Donc voilà. Non, bon, ça va. Enfin, les comptes en Suisse ont disparu en même temps, donc vous ne vous avancez pas beaucoup en disant que vous n'avez plus de compte en Suisse. Maintenant, ni au Luxembourg, hein. Ni au Luxembourg. Pourtant, j'habitais à côté. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant. J'ai parcouru un peu cet après-midi pendant que je préparais mon émission, et j'aime beaucoup cette vision des choses pour le monde de demain, avec une vraie justice, avec une vraie participation du peuple. Par le peuple, pour le peuple, c'est écrit dans la Constitution française, par le peuple, pour le peuple. Mais aujourd'hui, le peuple qu'ils appellent eux, le peuple qui travaille avec eux, les députés, les sénateurs, ne font plus partie du peuple. Il y a une déconnexion totale. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous parler? Je vais passer des slides parce que vous avez des slides très intéressants. Alors, vous me dites si je me trompe. Hop, voilà, je vais mettre les slides. Donc, j'ai commencé par celui-ci parce que c'est la vue d'ensemble du projet. Ça vous va ou pas? Oui, très bien. Alors, justement, dans cette vue d'ensemble, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut se rendre que la forme du droit est tout à fait centrale dans ce type de réforme, parce qu'elle rendra la réforme institutionnelle viable. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de changer les institutions si vous continuez à asseoir votre droit sur la domination anonyme et la déresponsabilisation des uns et des autres en cristallisant des conflits sociaux tels que tous les droits d'exception l'ont fait, c'est-à-dire, je pense en particulier au droit commercial contre le droit social qui s'est dressé évidemment vis-à-vis des abus du droit commercial, et le droit commercial qui était conçu au départ comme étant un droit d'exception et qui aujourd'hui a pris la place du droit commun pour devenir en réalité la norme
la norme indépassable de tous les principes, de ce qui étaient les principes généraux du droit et qui régissaient finalement les règles particulières. Donc là, si nous ne revenons pas sur toutes ces dérives, il ne servirait à rien, strictement à rien, de réformer ou de prétendre réformer des institutions parce que on a un besoin fondamental de retrouver le sens de la vérité, de la justice, de façon à ce qu'une société humaine puisse exister. La cohabitation entre des individus qui ont tous des intérêts différents, qui ont tous des centres de crispation différentes. Si vous voulez, si vous ne mettez pas de la justice au milieu d'un groupe, vous n'aurez jamais de cohésion de groupe. Donc, pour que le groupe puisse vivre, il faut retrouver de façon indiscutable une moralité, un principe de justice, de recherche de vérité. Et là, ça nous ramène évidemment au droit naturel et ce que nous avons totalement, définitivement abandonné au profit du positivisme juridique débridé. Donc ça, c'est le point central de la réforme. Peut-être que c'est celui-là et pas un autre. Bien que tout seul, ça ne servirait à rien non plus. Donc en réalité, cette réforme, elle est pluridisciplinaire. Elle comprend une réforme du système monétaire, une réforme du système juridique, une réforme du système juridictionnel, c'est-à-dire la façon dont les règles sont appliquées, une réforme des institutions proprement dites et une réforme de toute l'architecture économique qui permet les échanges entre les individus et les groupes d'individus. Donc la réforme de l'entreprise, la réforme du droit autour du droit naturel en réinstaurant un droit commun, donc plus aucun droit d'exception, c'est-à-dire que le principe de responsabilité individuelle et collective s'applique à tout le monde de façon égalitaire, si je puis dire, en tout cas. Oui, voilà, oui. Les situations précises déterminées, en tout cas les grands types de situations, chacun aura le même type de responsabilité. Il n'y aura plus d'histoire de statut, de choses comme ça. Donc, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la différence entre fonction publique et privée disparaît également. Donc, ça supprime les crispations de la société qui empêchent aussi le fonctionnement du groupe. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et deuxièmement, la monnaie, et là, j'ai travaillé, je voudrais rendre hommage à mon co-interprète du système monétaire qui s'appelle Brieux Duhalgouet, qui est quelqu'un de formidable. Nous avons travaillé ensemble parce que lui connaissait bien, maîtrisait bien le système des monnaies multiples. Et nous avons travaillé ensemble pour justement faire adapter ce système de composite monétaire à la réforme des institutions. Et ça m'a permis de développer un nouveau système dans lequel, en réalité, chaque intérêt et chaque type d'activité sociale aura une monnaie différenciée. Donc, vous aurez une monnaie pour les activités commerciales, une monnaie pour les activités non commerciales, une monnaie pour les activités de type spirituel ou, comment dirais-je, philosophique, et une monnaie pour toutes les activités de type gouvernemental, c'est-à-dire gestion des équipes d'infrastructures, des équipes comment dirais-je, gouvernementales, enfin tous les gens qui travailleront dans le gouvernement et auprès du chef de l'État, mais également le personnel administratif dans chacune des grandes catégories de groupements d'intérêts qui sont les trois que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire commercial, non commercial et comment dirais-je, philosophique et spirituel. Donc la monnaie, si vous voulez, devient ce n'est plus des subtilités inénarrables que nous connaissons actuellement et qui relèvent de la fiscalité qui permettront de créer un équilibre, mais le système de la monnaie lui-même, c'est-à-dire que la monnaie sera dans les mains des populations, c'est-à-dire qu'elle sera émise en fonction des besoins, sous contrôle des populations elles-mêmes, mais elle sera gérée au niveau central parce que nous restons un État et qu'un État doit pouvoir se défendre aussi vis-à-vis d'autres États, il doit pouvoir exister, il doit pouvoir avoir une existence politique, et pour avoir une existence politique, il doit aussi générer une substance que si je faisais la comparaison avec le corps humain, je dirais c'est le sang du groupe.
c'est la monnaie, et donc le système monétaire doit être solide, équilibré et en même temps tout à fait performant pour rendre les services à la population à laquelle il s'applique. Donc la réforme monétaire est aussi un élément central de cette réforme institutionnelle, mais je dirais c'est peut-être pas l'élément le plus central. C'est-à-dire que ça va permettre au rouage de pouvoir effectivement fonctionner, le système monétaire. Mais je dirais que s'il n'y avait pas la réforme du droit autour du droit commun, même ça ne serait pas forcément très pertinent. Voilà. D'accord. Ouais, je regarde, je vais mettre le slide. Une structure d'ensemble qui permet de tout faire fonctionner en même temps dans un nouveau concept. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un chef de l'État, évidemment, les 4 secrétariats, les 5 ministères régaliens, évidemment. Ensuite, derrière, on a un support administratif. Alors, je vais mettre un peu plus grand parce que je suis un peu aveugle. Support administratif. Donc, ça, c'est une monnaie, support administratif, on est d'accord? Là, vous avez montré le schéma de la monnaie. Donc, en fait, il y a 4 grandes monnaies. La COM, qui est la monnaie qui s'applique à tous les groupements d'intérêts à vocation commerciale. Vous avez le civique, qui est une monnaie qui s'applique à tous les groupements d'intérêts à vocation non commerciale, donc développement du groupe, de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-vivre, tout ce qu'on veut. Et puis une monnaie spéciale au spirituel et au moral, et enfin ce qu'on a appelé le groupement spirituel, moral et philosophique, qui est aussi une monnaie répondant à des caractéristiques spécifiques. Mais dans ces 3 grands groupements, vous avez un socle commun qui est en fait tout le besoin d'organisation administrative qui, ces équipes-là seront rémunérées en gouv et non pas en civique, en SPI et en com. Donc, si vous voulez, le franc, la monnaie de l'État français restera le franc, mais c'est une monnaie composite qui comporte 4 grandes types et ce qui circulera en interne, ça ne sera pas le franc, ça sera le gouv, le com, le civique, le SPI. Le franc sera systématiquement adapté aux besoins des com, civiques, SPI. Ce qui circulera en interne, c'est les gouv, les com, les civiques et les SPI. Par contre, à l'international, la seule monnaie valable, c'est le franc. Mais le franc est, une fois de plus, composite, c'est-à-dire qu'il recouvre une réalité variée qui est partiellement de la com, partiellement des civiques et partiellement des gouv et des SPI. Voilà. C'est intéressant de le diviser par catégorie et en même temps d'en avoir un socle commun, le gouv, donc le franc, enfin pas le gouv, mais le franc, et ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui veut revenir au franc parce que c'est cool parce que tout le monde pense pas ça. C'est très important parce que ça permet de donner à chaque chaque grand groupe comme civique, SPI et gouv une caractéristique monétaire qui lui est propre, qui est adaptée à la fonction à laquelle elle s'applique et qui en même temps est le reflet de l'ensemble de l'activité de l'État. C'est-à-dire que si vous avez un État où il y a beaucoup plus d'activités intellectuelles ou d'activités culturelles, sportives ou autres, vous aurez plus de civique qui circulera à l'intérieur, et donc le civique dans le franc aura une proportion plus importante que le SPI ou le com. À l'inverse, il peut se trouver qu'à un moment, c'est les activités spirituelles et en tout cas l'attrait, le renouveau de l'activité morale et spirituelle de l'État qui deviennent extrêmement actifs et qui génèrent un dynamisme supplémentaire qui fait que la catégorie SPI prendra plus d'importance à l'intérieur du franc. Donc, il y aura un ratio, si vous voulez, entre toutes ces catégories-là qui généreront la monnaie de l'État français qui sera le franc. Ah, c'est intéressant. Comprendre. Oui. Alors, si moi j'ai compris, tout le monde a compris, je vous le dis. En fait, l'argent, il faut comprendre que c'est un outil, c'est pas, et ça doit rester un outil au service du groupe, alors qu'aujourd'hui, l'argent est un outil au service de l'oligarchie prédatrice. C'est ça qui ne va pas. En fait, vous m'ouvrez un autre champ de vision sur l'argent. Je vous parlais tout à l'heure que l'argent était le problème. Et là, vous me dites que l'argent peut être la solution en réalité. Ah bah, bien sûr. Doit être la solution en réalité pour mieux vivre, pour mieux faire les choses.
Donc, moi j'achète, hein, je signe, hein, pas de problème. Je vais vraiment bien me plonger dans votre document. C'est vraiment intéressant parce que je vous ai dit, je l'ai survolé un peu cet après-midi, mais j'ai trouvé ça très sympa. Alors, il y a un autre schéma parce que j'ai regardé un peu tout, moi. J'ai pris les schémas que vous aviez mis en tête de votre site internet. Hein, quand on va sur le site internet, voilà, vous avez tous ces schémas-là. C'est très simple. J'en profite pour rendre hommage à Christophe, qui est mon merveilleux webmaster, qui a fait plein de dessins fantastiques, parce que les dessins de base étaient quand même beaucoup moins jolis, je dois le reconnaître. Et puis, je remercie aussi les gens qui participent à Révolu Droit, c'est-à-dire à réformer le droit autour du droit naturel. J'ai quelques personnes qui travaillent là-dessus de façon très efficace et je fais aussi un appel à compétences, c'est-à-dire que parmi tous vos éditeurs, si certains sont des juristes, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Révolu Droit. Et puis, si vous avez d'autres compétences, pourquoi pas aussi en termes informatiques. On a la chance à l'alliance humaine, on a allié des humains qui ont plein de compétences. Et j'ai cette chance justement d'être entouré de personnes vraiment humaines et compétentes et prêtes à donner pour le bien commun. Et c'est ce que vous faites et c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, allez voir sur le site de valériebugot.fr. Je vous ai mis tout à l'heure le lien, je vous le remettrai encore après. Vous avez une vue d'ensemble et ensuite vous avez un détail. Donc, on a vu le schéma réforme des institutions, réforme monétaire. On a vu le schéma justement avec le franc, hein, justement en socle commun, en socle mondial, enfin commun pour les échanges mondiaux. Oui, le globe en dessous, ça signifie que tous les échanges avec l'extérieur, l'étranger, seront faits en francs. En fait, l'interface au niveau mondial, voilà, c'est l'interface, c'est le franc. Voilà. Non, mais j'ai vraiment, et en plus, c'est vrai qu'il a fait du bon boulot parce que c'est propre, c'est clair. Je vous dis, si moi je comprends, tout le monde comprend. Ensuite, on a la réforme des entreprises. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. En fait, c'est pas complexe, c'est très simple. On revient justement à l'essentiel. Alors, vous expliquer le schéma là. Oui, je supprime en fait toutes les différentes formes sociales qui existent et qui sont très largement superfétatoires et qui sont source de complexité inutile. Je pense qu'il faut revenir à des choses plus saines et plus essentielles. Donc en fait, les gens qui voudront lancer une activité auront une seule forme à leur disposition qui sera la même pour tout le monde, quel que soit le type d'activité. Ensuite, le fonctionnement interne de leur activité sera régi par la cogestion et la codécision. Donc la codécision, je l'ai largement développée dans mon livre La nouvelle entreprise, qui détermine la forme nouvelle de la personnalité professionnelle, puisque nous abandonnons les personnalités morales, qui sont tout sauf morales du reste. C'est une terminologie extrêmement ambiguë qui a été déterminée au départ pour s'opposer à la personnalité physique. En réalité, il ne s'agit pas de personnalité morale, il s'agit d'une personnalité professionnelle dans laquelle j'indique bien que le patrimoine est un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire qu'il n'est pas mélangé avec le patrimoine privé des gens qui travaillent, qui apportent des capitaux. Ou décision, voilà. Voilà. Alors ensuite, les décisions d'entreprise sont prises sur le principe de la codécision. Alors pour ça, je peux en parler, pas vaguement, mais brièvement, mais j'invite quand même les gens à aller à lire mon livre parce que c'est un petit livre, il n'est pas très important en taille et ça leur permettra de comprendre le mode de fonctionnement institutionnel de l'entreprise puisque nous revenons à une entreprise de type institutionnel. Et la cogestion, eh bien, c'est le principe de l'entreprise libérée qui a été développé par un monsieur formidable qui s'appelle Jean-François Zobrist et qui a beaucoup travaillé, détaillé et communiqué sur sa réforme du mode de fonctionnement interne des entreprises en supprimant ce qu'il a appelé les bullshit jobs qui sont maintenant monnaie courante dans tout notre pays. Hein. Ils ne sont pas réservés à l'entreprise, il y en a partout des bullshit jobs. Mais je dirais que ce sont des parasites qui empêchent le fonctionnement normal d'un pays, qui empêchent le fonctionnement normal, les interactions normales entre individus, entre activités et entre entreprises. Donc, on revient à une chose simple. Donc, l'entreprise est uniforme et elle a des caractéristiques différentes en fonction de l'activité qui se déploiera dans l'entreprise en question, qu'il s'agisse d'une activité commerciale, non commerciale
ou spirituelle ou morale. Ou artisanale. Voilà, absolument. Ouais. Chaque fois qu'on veut créer, investir ou développer une nouvelle activité, quelle que soit sa caractéristique, on utilisera cette personnalité professionnelle. Ah, c'est vrai que ça simplifie tout en réalité. Ah bah, ça simplifie tout, et puis ça limite les conseils d'administration. Bien sûr, et puis alors surtout toutes les dérives possibles en termes de contradictions juridiques, fiscales, sociales, enfin tout ce qu'on veut. Alors justement, ça me permet d'enchaîner aussi sur un sujet que j'ai rarement développé parce qu'on ne me l'a pas demandé, mais qui préoccupe quand même la population, c'est-à-dire que quid de toutes les infrastructures de droit social et qu'on appelle le social, c'est-à-dire la garantie en cas de chômage, en cas d'accident de la vie, etc. Donc ça, je dirais que ça sera pris en charge, comme ça l'était quand la société française fonctionnait, par chaque groupement d'intérêt qui gérera ses propres membres à partir du moment où ils rentrent dans le groupement jusqu'à leur mort ou jusqu'au moment où ils décident volontairement d'en sortir. Donc à la fois leur rémunération, comment dirais-je, les accidents de la vie qui peuvent surprendre tout un chacun, tout ça sera géré de façon autonome par groupement d'intérêt. D'accord, il n'y a plus d'uniformisation. Ce n'est pas l'État qui développe une capacité sociale maximalisée. L'État restera minimaliste autour des principes régaliens et tout le reste sera autogéré par les groupements d'intérêt eux-mêmes et selon leur propre volonté, selon le mode de fonctionnement qu'ils détermineront. Donc, si les membres ne sont pas contents, ne sont pas d'accord, ils font en sorte de changer les règles de leur propre groupement. Voilà. D'accord, il n'y a rien qui est au niveau de l'État. Ouais, plus d'uniformisation des assédiques ou des allocations quelconques ou des aides quelconques. En fait, c'est chaque groupement je dirais presque corps de métier, mais bon, chaque groupement c'est ça, sauf que qui choisit. Hein. Et comme il est géré par les membres, il est géré par le peuple. Absolument, c'est ça que les gens doivent comprendre. En fait, cette réforme, elle est fondamentalement démocratique. Pourquoi ? Parce que les gens reprennent le contrôle de leur vie. Ils peuvent à nouveau agir, ils ont une représentation politique sans faire d'efforts particuliers qui leur permet d'agir sur leur quotidien. Et c'est ça qui est fondamental, parce que c'est ça qu'a cassé la Révolution française en imposant le parlementarisme représentatif, qui est une institution issue, une fois de plus, de l'Empire britannique, de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, qui est là en réalité pour donner le pouvoir au club, à l'entrisme, mais surtout aux propriétaires de capitaux, en réalité aux financiers, à ceux qui tiennent l'économie. Voilà. Donc, en fait, toute notre structure institutionnelle est une escroquerie depuis le départ, sauf qu'ils ont réussi à noyer un peu le poisson parce que tant qu'il y avait un réel contre-pouvoir au niveau international, et je pense là à la différence entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest qui se faisaient face et qui s'équilibraient, eh bien cet équilibre se transposait également chez nous, à l'intérieur de nos propres institutions. Mais nos propres institutions n'étaient que le reflet d'un contre-pouvoir qui existait à l'intérieur, à l'extérieur. Nos institutions n'ont jamais reflété un contre-pouvoir puisqu'elles ont organisé tout le système de façon à donner le pouvoir à la finance, au pouvoir économique. C'est ça. Comment garantir, par exemple, je dis des bêtises, mais éviter justement des abus de pouvoir au niveau de ces institutions? Comment éviter des Cahuzac? Comment éviter des Madoff? C'est très simple. En réalité, on évite ça par le retour au droit commun. C'est-à-dire que chacun a une responsabilité et cette responsabilité, elle peut être mise en œuvre, elle peut être attrait par les voisins, par des gens qui sont victimes, etc. Et c'est là où on en revient à mon schéma à la fois juridique et juridictionnel, c'est-à-dire de réforme en profondeur du droit commun et de réforme juridictionnelle, c'est-à-dire de la capacité à dire le droit. Et là, j'ai élaboré un nouveau système dans lequel il y a deux niveaux de juridiction qui relèvent de la justice déléguée, donc déléguée à l'intérieur des grands corps, des grands groupements d'intérêt,
donc les 3 grandes catégories commerciales, non commerciales et morale et spirituelle. Ça, c'est une justice déléguée parce que ces tribunaux prendront en compte les normes professionnelles, pourront utiliser les normes professionnelles en plus du droit commun qui sera réélaboré, alors que si vous descendez un tout petit peu sur le schéma, on voit ensuite une justice retenue, donc qui sont des cours régionales et des cours nationales, qui relèvent là du pouvoir régalien de dire le droit, donc qui relève du gouvernement, du ministre des juridictions, et qui sont à nouveau de deux niveaux. Donc vous avez, au lieu de 3 niveaux qu'on a actuellement, il y en a déjà 4. Donc vous avez un niveau de plus, donc une garantie de rendre la justice supplémentaire. Sachant que, en tout état de cause, et ça, je le dis parce que c'est vrai, même quand le système fonctionne très bien, quand les règles sont bonnes et qu'elles sont bien appliquées, il peut arriver des fois que les litiges se terminent par une injustice flagrante ou un manque d'équité évident. Et là, j'ai prévu une juridiction d'exception, mais vraiment d'exception, qui relèvera du chef de l'État, c'est-à-dire du ministre en charge de l'équité, du secrétariat d'État en charge de l'équité, qui rapportera directement au chef de l'État. Et cette dernière ultime niveau de juridiction ne devra jamais être collectée sous quelque forme que ce soit, orale ou écrite, parce que ce sont des décisions qui sont rendues purement en fonction d'une histoire particulière qui n'a aucunement vocation à se reproduire dans les mêmes termes. Donc, pour éviter que ce qu'on a connu, ce que les Britanniques ont connu avec l'imposition du précédent, eh bien, toutes ces décisions seront rendues de façon complètement autonome en fonction des seuls éléments du dossier de l'affaire en question, et non pas en fonction d'affaires qui se seraient produites 100 ans avant. D'accord. Donc, oui, on a rajouté un niveau qui est l'équité, tout simplement, en mettant les 2 niveaux-là au plus près du peuple aussi, hein, parce que c'est ça Bien aussi. Bien sûr, voilà, exactement. Du peuple, géré par le peuple, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, là, on a 4 niveaux juridictionnels au lieu de 3 actuellement, puisque actuellement, ça s'arrête en cassation. Et là, au contraire, par contre, pour ce qui est de la justice retenue, les juges ne se décident qu'en fonction du droit commun. Non, ils ne prennent plus en compte les normes professionnelles qui ont été édictées par les grandes, si vous voulez, les grands groupements d'intérêts, et les grands groupements d'intérêts. Donc, au niveau de la justice retenue, on ne s'occupe plus que du droit commun, c'est-à-dire de la responsabilité, du droit économique, contractuel, familial, enfin, qui sera inclus dans ce que l'on peut comparer avec ce qu'était le Code civil de 1804 de Napoléon, qui n'a plus rien à voir, je le précise tout de suite, avec ce qui est devenu le Code civil aujourd'hui. D'accord, d'accord. Ok. Ensuite, on a l'aspect. Alors, vous avez autre chose à rajouter là-dessus ou... On pourra y revenir, mais je pense que. Sauf si vous avez des questions à me poser. Non, parce que pour moi, ça me paraît clair et juste et équitable et cohérent sur la vraie égalité, sur la justice. Donc, il y a une vraie cohésion dans votre construction. Donc, mais je pense qu'on pourra en reparler et la prochaine fois, je ferai venir Christophe Charret, parce que Christophe Charret, qui est le vice-président de notre association, parce qu'on a une association, et qui, lui, est très à même sur ces dossiers-là. Ça peut être intéressant d'échanger avec lui la prochaine fois. Si vous avez envie de revenir, vous êtes la bienvenue. Et on pourra aller peut-être faire même au-delà, parce que là, vous voyez, je fais mon live pendant 1 heure à peu près, et derrière, on enchaîne. Mais ce qui serait bien, je pense que c'est de faire une émission spéciale sur ce que vous êtes en train de construire, pour essayer de voir si il y a de belles âmes qui ont envie de venir nous épauler, vous épauler dans cette construction, parce que c'est potentiellement ce qu'on peut mettre en place demain, quoi. Donc c'est intéressant. Alors, je vais parler de l'aspect politique aussi. Donc ça fait toujours peur, hein, quand on parle de politique. On a tellement été déçus par la politique. Ça peut faire peur aux gens, mais la politique, c'est quoi? C'est s'occuper du fonctionnement d'un pays. Tout simplement, c'est ça, de faire de la politique. Et à partir du moment
où, comme moi, je fais des infos et je donne mon avis sur le fonctionnement du pays, sans vouloir faire de politique réellement, j'en fais quand même. Bien sûr, mais toute on activité est tous sociale et de la politique en réalité, toute activité qui intéresse le groupe ça s'appelle politique. Aujourd'hui, on a dévoyé la politique comme on a dévoyé la monnaie. C'est plus de la politique, je l'ai expliqué, c'est de la politicaillerie au service de la finance. Donc, ce qu'on appelle politique aujourd'hui ne mérite pas ce terme politique en réalité. C'est ça, ils ont dévoyé le terme. Alors là, au niveau politique, donc on a chef de l'État. Est-ce qu'il est élu avec des machines Dominion Voting? Non, alors il faut repartir du bas parce que le chef de l'État, il ne tombe pas en parachute On est d'accord. Alors, d'accord. Je vous laisse expliquer. Chaque grand groupement d'intérêts, donc chaque grande catégorie commerciale, non commerciale, morale et spirituelle, propose comme membre du gouvernement. Alors, vous avez vu que si vous descendez un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a 5 ministres. Donc, vous avez le ministre qui est chargé de faire le droit, celui qui est chargé de dire le droit, de gérer la monnaie, de gérer les forces de l'ordre et qui s'occupe de réinterpréter et comment dirais-je, remettre à niveau la langue française. Donc, vous avez 5 ministres, 5 grands ministres. Eh bien, chacune des grandes catégories commerciales, non commerciales, morales et spirituelles ont la charge, à un moment, de proposer des gens pour occuper chacun de ces postes et en plus de proposer un chef de l'État. Et alors, ces gens, ils ne seront pas proposés au hasard. Il faudra que leurs propositions soient justifiées par des réalisations qu'ils ont faites, par qu'ils aient démontré une certaine capacité dans le domaine pour lesquels ils sont proposés. Donc, il y aura une forme de CV, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on appelle le CV aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils justifient de leur appropriation, du fait qu'ils soient appropriés aux postes pour lesquels on les pressent. Et ça sera chaque grand groupement d'intérêts qui fera émerger donc de tous les petits groupements d'intérêts et de sa base des personnalités que personne ne connaît et qu'ils vont faire monter et qu'ils vont exposer au public en expliquant ce qu'ils ont fait et pourquoi on les a choisis eux. Ensuite, ça fait 5 ministres plus un chef d'État qui seront proposés par chacune des grandes catégories et ça sera proposé au vote citoyen. C'est-à-dire que le ministre chargé de faire le droit, il y aura 3 propositions, une issue du secteur commercial, une issue du secteur non commercial, une issue du moral et spirituel. La même chose pour le ministre chargé de dire le droit. Il y aura 3 propositions. La même chose pour le ministre en charge de la monnaie, des forces de l'ordre, de la langue française, et la même chose pour le chef de l'État. Et en réalité, tous ces ministres et le chef de l'État seront élus au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'ils seront optés à la majorité absolue, probablement. Alors, je ne suis pas encore rentrée dans ce type de détails, mais il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas une élection majoritaire. Et ensuite, effectivement, il faudra élaborer les règles de garantie de sincérité des élections qui évidemment ne passeront de toute façon pas par des votes électroniques parce qu'on a vu que c'était tellement sujet à manipulation. Du reste, c'est aussi un des problèmes de la monnaie électronique, c'est-à-dire que tout ce qui est dématérialisé est quand même soumis et sujet à des manipulations, donc il faut être extrêmement méfiant sur ce genre d'outils utilisés à des fins démocratiques, puisqu'il y a une déviance possible, trop facile, pour garantir en fait le bon usage, en tout cas l'adéquation de l'outil à la fin démocratique. Donc, en effet, je pense que ça sera plutôt sous forme de matériel, hein, comme on a connu. Chacun va mettre un petit bulletin dans une urne avec des garanties si vous voulez, je pense que chacun des grands groupements d'intérêts sera intéressé à vérifier la sincérité des votes et il faudra qu'il y ait des niveaux de contrôle
plus important que ce qui existe aujourd'hui, sachant quand même que, étant donné que les gens seront plus imprégnés de la valeur politique de leurs gestes, ils seront aussi plus spontanément plus vigilants sur les fraudes que feront leurs voisins. Donc, si vous voulez, il y aura quand même d'une certaine façon un autocontrôle, et sachant quand même que j'ai bien précisé dans ma réforme des institutions qu'il y a une autonomie de gestion des groupements d'intérêt à 2 exceptions près, c'est-à-dire que tous les mandats sont des mandats impératifs et que le principe de subsidiarité devra être impérativement respecté. Tout mandat qui ne sera pas impératif sera nul et non avenu, c'est-à-dire invalide dès le départ. Donc tout le monde pourra le contester et le mandat tombera. Et quand on parle de mandat impératif, on parle évidemment de révocation. C'est-à-dire que si la personne qui a été désignée pour remplir une certaine mission ne remplit pas son mandat, eh bien, elle est révoquée d'office, si vous voulez. Donc, à la première demande, à condition de vérifier que, effectivement, elle n'a pas rempli son mandat. C'est marrant, ça me fait penser un peu au RIC aussi, Étienne Chouard qui avait parlé de ça, avec la révocation. Oui, si vous voulez, on ne se positionne absolument pas dans le contexte actuel. Donc, ce que vous appelez le RIC et ce qu'a développé Étienne Chouard dans le contexte actuel, c'est pas approprié dans le nouveau système. C'est-à-dire que oui, les mécanismes de fond restent un peu les mêmes, mais en fait, il faut se projeter dans un univers complètement radicalement différent, puisque là, si vous voulez, tout le pouvoir politique part de la base, puisque ce sont les groupements d'intérêt eux-mêmes qui élaborent leurs propres règles, etc. Donc, si vous voulez, tout l'arrière-plan de ce qui est sous-tendu par le RIC actuellement n'existe plus. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est pas le RIC, en fait, parce que tout le contexte, tout le support institutionnel sur lequel Étienne Chouard a travaillé n'existe plus dans cette nouvelle réforme. Non, mais c'est pardon, c'est super intéressant parce que on a évidemment des mécanismes du RIC qui sont intéressants et donc que vous avez dans votre système. Moi, j'y vois un peu mon rêve utopique du Conseil des sages. Et quand je vois justement ces conseils commerciaux, le conseil non commercial, le conseil spirituel qui proposent, tel un conseil des sages, 3 personnalités par ministère, 3 personnalités pour la présidence, je le vois un peu comme ce conseil des sages qui est pour moi… oui, mais l'avantage, c'est qu'il est décentralisé. Parce que le risque avec le conseil des sages, c'est qu'on se retrouve avec l'oracle de Delphes, enfin quelque chose d'assez violent et déplorable. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'arrête là, en fait. Il faut qu'il s'arrête à ce niveau-là, aux trois seconds niveaux, hein, parce qu'on a le premier niveau populaire, enfin le peuple, on a le deuxième niveau qui est représentatif du peuple justement, et ce deuxième niveau propose le 3e et le 4e niveau, donc les ministres et donc voilà, je pense que le Conseil des sages doit s'arrêter à ce niveau-là pour laisser après la place à des gens élus, proposés et élus. Donc je trouve ça super intéressant parce que on a une vraie connexion populaire à toutes nos institutions. Ben oui, c'est ça, c'est le plus important de cette réforme, c'est ça, et je vous remercie de le comprendre parce que parfois je me dis les gens ne comprennent absolument pas et je suis un peu troublée parce que je ne sais même pas par quel bout commencer pour leur expliquer. C'est qu'en réalité, le groupement, le niveau que vous appelez représentatif, qui est le grand groupement d'intérêt commercial, non commercial, moral et spirituel, en fait, ces groupements-là, ils sont assis sur des centaines de petits groupements d'intérêt. Donc eux-mêmes, ils relèvent de plein d'influences différentes, variées, et qui les contrôlent en réalité. Donc c'est vraiment un mouvement du bas vers le haut. Ce ne sont pas des hommes politiques qui tombent de la lune. C'est ça. Mais à mon avis, pour l'expliquer, c'est pas compliqué, hein. On a ici un mot qui est très important, c'est le peuple. Le peuple, vous avez ces groupements qui sont populaire, représentatif du peuple et qui propose. Voilà. Donc, le peuple donne mandat à ces 3 institutions. Mandat impératif.
impératif en plus de ça, est révocatoire. Donc voilà. Donc c'est toujours, on voit bien que la base, c'est le peuple qui maîtrise la situation de A à Z. Exactement. C'est-à-dire Parce que non seulement il donne mandat pour proposer des ministres et un président, mais en plus de ça, ça revient à la base pour l'élection elle-même qui doit être juste et évidemment bien contrôlée. Et comme vous l'avez dit, si on les implique à partir du premier point d'implication dans le cheminement, quand le point revient vers eux, ils sont encore plus impliqués et vont encore mieux contrôler et vont encore mieux faire les choses. Moi, j'aime bien cette boucle-là. Elle est vraiment intéressante. Vraiment. Je vous remercie beaucoup de le comprendre. Ah ben, je vous ai dit, moi, ma philosophie, c'est le conseil des sages. C'est utopique, certes, mais là, si vous voulez, je peux imaginer un conseil des sages à la base et s'arrêter au deuxième niveau donc de ces trois entités qui revient après pour l'élection. Donc, pour moi, c'est hyper cohérent, quoi. C'est ça qu'il nous faut demain. C'est ça qu'il nous faut demain. Bah vraiment. Oui. Donc, je vous invite, les amis, à aller jeter un œil sur valériebugot.fr parce que, voilà, il y a des choses. Alors, on parlait, et d'ailleurs, j'ai été très critiqué là-dessus. Je parlais du GESARA, NESARA. On en a beaucoup entendu parler. Mais je trouve, et j'ai jamais dit qu'il fallait appliquer un GESARA, NESARA, mais je dis que c'est une bonne base de travail pour le monde de demain, parce que le monde d'aujourd'hui ou d'hier, avant la pandémie ou la plandémie, ne sera plus le même. Ah donc il faut l'imaginer autrement, et on ne peut pas revenir avec les mêmes règles. C'est fini. Et j'insiste beaucoup sur ce que vous dites, c'est que de toute façon, si nous ne l'imaginons pas autrement et que nous imposons pas ça à ce qui sert d'élite et qui sont en réalité des zéros aujourd'hui, qui n'ont aucune caractéristique d'élite, c'est eux qui nous imposeront leur projet. Et leur projet est déjà élaboré à l'avance et ils savent déjà où ils veulent nous mener. Donc en réalité, on aura entre basculer dans leur projet ou leur imposer le nôtre. Voilà, c'est ça. Et on sait que leur projet, il n'est pas bénéfique pour nous, mais pour eux et leur système. Et donc, oui, imposer notre projet, et de toute façon, on y arrivera, je le sais, parce que les énergies tout autour de nous, les personnes qui nous suivent, les personnes qui se réveillent, les personnes comme vous qui travaillez depuis longtemps, depuis 96. Oui. Ouais. 95, j'ai commencé le travail, mais pas institutionnel. Les institutions, j'ai commencé à travailler dessus, en fait, de façon informelle des années 2002-2003, mais de façon formelle, plutôt dans les années 2000. À partir de 2013, j'ai commencé à y réfléchir très sérieusement, et puis j'ai commencé à écrire dessus en 2016. D'accord. Mais en réalité, j'avais tous les substrats. Enfin, les substrats, j'avais réfléchi dessus depuis fort longtemps. Ah bah oui. Moi j'aime beaucoup, et je pense que on pourrait, parce que je sais que ça intéresse énormément de nos auditeurs et de nos membres, parce que comme je vous l'ai dit, on a une association, donc il faudra aussi réfléchir pour les associations, il faudra nous trouver une case. Voilà. Ça dépend, en fait, l'association c'est une forme extérieure, mais on peut faire des tas de choses différentes dans une association. Oui. On peut faire de la danse, ou on peut, je sais pas moi. Alors, nous, on est plus du côté moral et spirituel, même si on ne fait pas de religion et plus de philosophie, d'enseignement civique, ouais. Et ben voilà, donc ça sera moral et spirituel, ça sera dans le SPI. Vous créez votre propre groupement d'intérêt avec d'autres gens qui travaillent sur les mêmes sujets. Vous élaborerez le grand groupement d'intérêt moral et spirituel. Mais en attendant, vous pouvez déjà commencer par, entre vous, créer un groupement d'intérêt et élaborer les règles qui vous semblent pertinentes pour fonctionner ensemble dans les meilleures conditions possibles. À la fois en termes d'administratif, mais aussi de développement d'idées, de nouveaux moyens de communiquer, enfin de tout ce que vous voulez. En fait, c'est extrêmement libre. Mon modèle n'est pas un modèle autoritaire, c'est un modèle au contraire extrêmement décentralisé et qui laisse le maximum de liberté tout en gardant une cohérence de groupe, c'est-à-dire d'ensemble au niveau de l'État, et ce qui permet de réhabiliter en fait le concept d'État-nation.
Et l'État n'est pas tout puissant comme aujourd'hui. L'État ne gère que ce qui doit être géré au niveau de l'État, c'est-à-dire les très grandes infrastructures, la règle de droit, le langage, les forces de l'ordre à la fois extérieures et intérieures. Vous voyez, c'est vraiment les fonctions régaliennes, celles qui tout le reste est hyper ouvert, quoi. Absolument, absolument. Y compris, on supprime toutes le mélange entre réglementation professionnelle et droit. La réglementation professionnelle sera comment dirais-je, de la seule compétence des groupements d'intérêt. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Il n'est pas pertinent d'imposer des règles qui concernent une activité à tous les autres. Enfin, je veux dire, c'est débile. Non, oui. Voilà. Et puis chacun a sa spécificité, donc et qui mieux que le peintre ou qui mieux que le boulanger doit savoir comment gérer son business. Absolument, absolument. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, je pense qu'on va se faire une émission spéciale à ce sujet avec Christophe. J'invite là, s'il nous écoute, il nous écoute, je le sais. Voilà, donc se faire une émission spéciale à ce sujet et décortiquer peut-être un peu plus, même si c'était très clair, vraiment. Merci Valérie Bugot, c'était vraiment très clair. Je vous ai dit, si moi je comprends, tout le monde comprend. Sans vouloir me descendre, mais non, mais c'est très clair. Il suffit juste et bien d'y croire et de le vouloir. Ça, c'est important. Et ça fait un moment que vous y croyez et je vois bien que vous le voulez vraiment. Ce monde-là, ce monde plus juste, ce monde plus cohérent, ce monde plus connecté les uns aux autres et qui vont dans le même sens. Et moi, ça me va très, très bien. Et je vous propose, donc je ne sais pas encore quand, vous allez me dire vos dispos. Et je pense qu'il est nécessaire de faire au moins 1h30 à 2 heures rien que là-dessus. Parce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'on a la possibilité de proposer autre chose que ce qu'on a vécu. Sinon, on est reparti pour 200 ans d'asservissement ou 300 ans d'asservissement, avec un Klaus Schwab peut-être à la tête, le grand gourou Schwab, d'un nouvel ordre mondial. Non, ça non, et personne ici n'en veut. On est parti surtout pour le cimetière. Hein. Ah ben oui, ça oui, ça c'est évident. C'est aussi les conditions de la survie individuelle et de groupe là, hein, parce que je crois que les gens doivent prendre conscience qu'on est rentré dans une spirale extrêmement toxique pour la survie de l'espèce humaine, hein, de l'espèce humaine déjà et de la civilisation ensuite. C'est-à-dire que c'est à la fois l'individu et le groupe qui sont en danger. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris et découvert des choses qui sont parfaitement dans les règles de l'être humain et dans ce que nous recherchons. On va garder le contact et puis on va essayer de mettre en place une émission spéciale sur la politique, la justice, l'économie de demain. Qu'est-ce qu'on peut proposer au monde de demain, en tout cas en France, dans un premier temps, et qui pourrait s'appliquer au monde, en fait. Et rayonnera, oui. Vous savez que c'est la vocation de la France de proposer un rayonnement et de proposer des choses, comment dirais-je, des institutions et des modes de fonctionnement. Ça a été précurseur dans beaucoup de choses. C'est l'Angleterre qui a mis quelques piliers, mais la France a été précurseur dans beaucoup de choses. L'Angleterre nous a soumis. À nous de rebondir et de réinventer notre avenir en fonction de notre passé, en faisant la synthèse entre ce qui a marché à toutes les époques et en mettant les traîtres au niveau où ils doivent être mis, au niveau de responsabilité qui est la leur. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé vraiment un agréable moment et j'ai appris de belles choses et j'ai hâte de vous revoir pour une émission spéciale si vous le souhaitez avec Christophe pour développer un peu plus ce système, comment l'articuler, comment le faire naître. Évidemment, c'est pas pour demain, parce que ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, on a une ligne de conduite qui est très intéressante et qui ne mettrait pas des années à mettre en place en réalité. Hein. Non. Ça peut aller très vite, hein, parce qu'une fois que de toute façon, quand le système tombe, c'est leur souhait, c'est de faire tomber le système pour faire le grand reset et pour remettre tout à plat. C'est le moment de nous de mettre tout à plat. Au tournant. Exactement, exact. À la batte de baseball, on les attend. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant tout est intéressant dans ce que vous avez construit. Et franchement, bravo. Très beau travail, vraiment.
Merci Antoine, c'est une belle récompense. Je vous remercie beaucoup et puis bien sûr j'accepte votre invitation avec Christophe s'il le souhaite et puis avec votre collègue qui est aussi intéressé à ces sujets avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous laisse votre dernier mot. Dites ce que vous voulez. Voilà, ce qui vous passe par la tête. Eh bien, j'invite tout le monde à chercher la vérité, en fait. C'est la seule chose qui compte, c'est chercher la vérité. Si vous ne cherchez pas la vérité, vous êtes déjà des zombies. Donc, avancez toujours vers la vérité. C'est le plus important pour notre survie, c'est ça. Merci. J'aurais pas dit mieux, c'est magnifique. Chercher la vérité, c'est ce qu'on fait tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h. Voilà, l'Alliance humaine, tous les soirs. Tous les soirs, ça fait presque 1 an maintenant qu'on fait des lives tous les soirs pour informer les gens, pour chercher la vérité. On fait énormément de recherches, on essaye de donner des infos vérifiées et vérifiables à chaque fois. Et merci vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de faire cette émission. Et croyez-moi, Christophe va adorer parce que c'est vraiment son dada, quoi. Voilà. Merci Valérie Bugeaud, passez une très bonne soirée. Et comme on dit chez nous, surtout, soyez heureuse. Ça, c'est important. Et à très bientôt alors. Mille merci Antoine et à bientôt alors. Merci, au revoir. Voilà, c'était un plaisir, ça fait longtemps. J'avais découvert Valérie Bugeaud, je vous ai dit, chez Silvano, mon ami Silvano Trotta, et j'ai trouvé vraiment très pertinent sa vision des choses. Et on voit avec, si vous allez sur son site qui s'appelle valériebugeaud.fr, n'hésitez pas à y aller. Voilà, il y a plein de pistes pour demain, plein de pistes cohérentes, intelligentes, humaines, sociales, enfin, à tous les niveaux juridiques qui vont nous amener à faire nos propres propositions en tant que peuple. Comme dit les Trumpistes, we the people, nous le peuple, nous avons un devoir de faire le monde de demain pour nos enfants, pour nous et pour nos enfants. Et ça, on va y arriver. Et encore merci à Valérie Bugeaud pour son super job. J'ai vraiment appris plein de belles choses. Je vous remercie les amis d'avoir été encore très très nombreux à suivre ce live qui était beaucoup plus long que d'habitude. Évidemment, d'habitude c'est 1 heure, mais là, exceptionnellement, on a fait les 2 heures. Vous retrouverez le live en replay sur le site Alliance Humaine 2020.org dans l'onglet, alors je vais dire des conneries moi, dans l'onglet, pas live, dans l'onglet, voilà, galerie et édition spéciale, parce que quand il y a un invité spécial, il y a une édition spéciale, et donc vous retrouverez ce live dans l'édition spéciale en replay. N'hésitez pas, parce que je pense que beaucoup vont apprendre de belles choses, et on a gagné, les amis. Je vous le dis, on a gagné. Maintenant, on nettoie la table, parce qu'ils ont bien foutu le bordel. Et derrière, on va reconstruire. Et là, il y a une solution pour reconstruire, pour un monde plus juste et plus cohérent. Alors, je ne crois pas que madame soit là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura un soyez heureux ce soir de madame, parce que je n'ai pas envie qu'elle tombe des escaliers. Donc, j'ai pas envie, hein, je ne vais pas lui faire du mal. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir, 20h, donc même heure, même mec, même endroit, comme d'habitude. Et vous aurez derrière l'émission Positivons Ensemble, qui sera présentée par Xan, donc demain soir à 20h. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Que dire, si ce n'est soyez sages, mais pas trop, et surtout, soyez heureux. Elle est toujours là, madame. Elle est toujours là. C'est pour ça que je l'aime. Ciao, ciao. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Le cœur riant. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté. Dans toutes les écoles. Liberté. Plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne. On sera les mêmes. Que notre règne vienne. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nos vies sont à nous. Tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou.
force qui ravive les sons. En nous la force, en nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Espérons l'homme, espérons l'autre. Reprenons-leur nos vies. Crions, chantons, crions, chantons. Liberté Dans toutes les écoles, liberté, plus de protocole. liberté, Ta main dans la mienne, on sera les mêmes, que notre règne vienne. liberté, Parce que c'est un choix, liberté, parce que c'est un droit. liberté. Nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Liberté, liberté, oh oh oh. Yeah, oh oh oh. Liberté, liberté, oh oh oh. Liberté, Dans toutes les écoles, liberté, plus de protocole. liberté, Ta main dans la mienne, on sera les mêmes, que notre règne vienne. liberté, Pour tous les enfants, liberté, pour les grands-parents, liberté, sans tourner nos cages de Thomas Rebecca, il faut tourner la page. liberté. On est bien, on est très très bien. Soyez heureux.